Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule de divertissement. Toujours en ma compagnie, Jocelyne Couvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Toujours. Cette semaine, on parle d'histoire. Histoire. J'aime beaucoup l'histoire, c'était ma matière préférée à l'école. Puis j'aime beaucoup aussi les photographies qui en disent long. Des fois, on dit une image vaut 1000 mots. Vous allez voir des photos historiques qui ont marqué plusieurs générations. Et je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'image d'ici à regarder parce que des fois, je vois ça sur Facebook circuler, des images de guerre. Moi, ça me reste en tête, je suis sensible. Ce sont des faits marquants de l'histoire, mais nous n'allons pas aborder cette thématique-là. Non, il n'y aura pas. Il y a des images par rapport à la guerre, mais il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'images sensibles pour les enfants. Vous allez voir, ça a été choisi pour que ce soit facile à regarder. De façon judicieuse. Voilà. On débute avec le Népal en 1948. Donc, c'est une Mercedes qu'on est en train de transporter à 60 personnes. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de route moderne, sauf dans la capitale. Donc, on faisait circuler les voitures comme ça. C'est ce que j'appelle prendre les grands moyens. Oui, c'est assez impressionnant. Et toutes les images que vous allez voir, ça vient d'un site qu'on appelle Rare Historical Photo avec mon bel anglais. Et il va sûrement y avoir d'autres émissions là, parce qu'il y avait des images magnifiques. J'ai appris beaucoup de choses. 60 personnes pour déplacer une voiture. Ah, c'est des gens qui sont vraiment créateurs d'emplois. Puis c'était les vieilles voitures, hein, c'était assez lourd. Oh, oui, c'était lourd. On a même enlevé les roues. C'est quelque chose. Oui. Donc, maintenant, on se dirige au Kansas. Ça, c'est une autre époque, 1925. C'est la famille qui a gagné le prix de la famille la plus forte, la famille d'élite. Et c'était fait par la société eugénique. Vous voyez en arrière le bâtiment eugénique. C'est quoi l'eugénisme? C'est d'améliorer la qualité génétique d'une population. On n'est pas loin d'Hitler avec sa race supérieure. Donc, quand tu dis famille la plus forte en termes de force brute? En termes de famille d'élite qui devrait se reproduire. Ah, mon Dieu, en opposition avec les indésirables, comme monsieur et madame tout le monde, qui devraient être stérilisés. Donc, quand je dis c'est une autre époque... Moi puis toi, en fin de compte. Oui, nous, on n'aurait pas le droit de se reproduire. ça résume bien la situation. Un exemple clair, on se ferait stériliser. Donc, c'est une autre époque. Tu sais, c'est drôle quand tu regardes ça, tu te dis, mon Dieu, en 1925, on prônait des valeurs comme ça. Donc, il y avait des sociétés eugéniques. Il y en avait aussi en Grande-Bretagne. Là, c'était aux États-Unis, où on faisait des tests sur les familles et c'était jugé en fonction du nombre d'enfants, de la beauté physique, et des talents de la personne, des traits de personnalité. Si la personne avait un tempérament un peu jaloux, colérique, elle était mise comme dans les indésirables. Si une personne n'était pas très jolie, elle était dans les indésirables qui n'ont pas le droit de se reproduire. Donc, on essayait de faire des familles d'élite. Autre époque, autre mœurs. Donc, c'est avec des idées comme ça qu'Hitler a voulu... c'est terrible, hein, mais ça date quand même de loin. On parle de 1925. Et, c'est quand même assez rapproché. C'est trop rapproché. Là, oui, on est sur la même longueur d'onde. C'est quelque chose, donc c'est quand même l'époque de nos grands-parents. Mm-hmm. Donc, Dieu merci, ça n'existe plus. Donc, on croyait à l'époque que tout était héréditaire, les traits de personnalité, tous les talents, tout était héréditaire. Donc, on essayait de faire reproduire les gens d'élite pour qu'éventuellement la race humaine s'améliore et que la loi du plus fort, finalement, et que les indésirables, comme on les stérilise, vont être éliminés. C'est épouvantable, c'est... La plus belle façon, tant qu'à moi, de manquer son coup. Oui, c'est évidemment, dans l'histoire, ça a été reconnu comme une idée totalement ridicule et totalement raciste et tout ce que vous voulez, là. Parce qu'évidemment, comme par exemple Adolf Hitler, c'était la suprématie de la race blanche qui était totalement ridicule. On va le voir plus loin, Adolf Hitler. On se dirige en Allemagne, 1942, c'était un motocycliste de guerre. Je ne connaissais pas ça. Donc, c'était pour affronter les hivers très froids lorsqu'il se rendait, par exemple, en Russie. Donc, l'armée allemande était le plus grand employeur de motocyclistes durant la Deuxième Guerre mondiale. Il servait à faire à peu près n'importe quoi, à livrer la nourriture, à livrer des armes, le courrier. Il faisait de la patrouille. Parfois, on les armait carrément.
Ils étaient au front, donc beaucoup ne sont pas revenus, en fait. Un peu mieux équipé que Jim Carrey dans La Cloche de l'idiot, première version, là, qui arrive en scooter avec le godille au nez complètement gelé. Là. Un classique du genre. Oui, effectivement. Je ne sais pas pourquoi cette image-là m'a fait penser à ça. Oui, bien, disons probablement qu'il aurait aimé avoir le même matériel. Un équipement beaucoup, beaucoup plus sophistiqué. Et le masque à gaz ne servait pas tellement aux attaques bactériologiques. C'était vraiment plus pour le froid. On avait l'espèce de canette et... la foie mordant là-bas aussi. Là. On parlait de moins 40. Puis imaginez avec le facteur vent sur la moto. Là. Sur une moto, donc c'est froid longtemps. Oui. On enchaîne à Londres. 1935, ce sont des femmes girafes. Ce sont des femmes, on en a vu déjà dans l'actualité, qui habitent la Thaïlande ou le Myanmar. Donc, les femmes girafes, on leur met un premier anneau à 5 ans de 10 cm. C'est des spirales de laiton. Incroyable. Et on ajoute des anneaux jusqu'au mariage. Les spirales peuvent atteindre 30 cm et peser 20 livres. Pas de bon sens. Oui, on voit le contraste, hein, c'est particulier. Ça, c'est culturel? Oui, c'est culturel. On ne sait pas exactement l'idée derrière ça. Est-ce que c'est jusqu'au mariage? Est-ce que c'est pour être plus attirante pour les hommes? On ne sait pas exactement pourquoi on fait ça. Mais quelque chose que j'ai appris, c'est que le cou n'est pas allongé. C'est une illusion d'optique. C'est qu'en fait, on déforme les épaules et la cage thoracique qui sont rabaissées. T'es pas sérieux? Oui. Moi, j'ai toujours cru que le cou se rallongeait. Ben, moi aussi. Ça m'a vraiment étonnée. Donc, c'est seulement les épaules et la cage thoracique qui sont rabaissées, déformées. Conséquence de l'anneau. Ah, c'est pour ça que l'anneau est si pesant que ça. Oui, bien c'est ça. À partir de 5 ans, on en met un premier. Et ça exerce évidemment une pression. Ça doit être pour ça que c'est si lourd comme ça. Et on finit par déformer. Et je pensais, moi, que le cou était allongé. Ils font ça petit et tu grandis. Non, c'est seulement une illusion d'optique, en fait. Je me demandais aussi comment ça faisait pour s'agrandir, mais on vient d'avoir la réponse. C'est une déformation du modèle de base. Effectivement. Évidemment, les muscles s'affaiblissent. Donc, s'il ne porte pas ces anneaux, là, semble-t-il que c'est assez difficile de garder la tête... sur les épaules. Sur les épaules, voilà. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc, 20 livres, hein, c'est lourd. Non, ouais, 20 très livres lourd. sur tes épaules tout le temps. C'est très lourd. Ensuite, on se dirige à Moscou, 1954. C'est un employé d'une usine de voitures avec sa superviseure. Normalement, c'est le type d'image qu'on ne verrait pas en 1954 parce qu'évidemment, les femmes n'étaient pas sur le marché du travail et la distance entre un homme et une femme, c'était plus grand que ça. Et l'image qu'elle dit, c'était le début du féminisme. C'est en fait l'Union soviétique qui a mis beaucoup de femmes sur le marché du travail à cause de ses idéologies, mais aussi parce que beaucoup d'hommes, il y a un exode à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils avaient besoin de main-d'œuvre. On doit comprendre que la supérieure à ce moment-là, c'était la madame? La supérieure, oui, c'était la madame à droite. Donc, c'est une image qui hors de son temps. C'est ce qu'on expliquait en dessous de cette photo. Il ne l'attendait pas avec une brique puis un fanal, avec une clé puis un morceau de Oui, mais c'est ça, l'image est assez particulière. Ben, il semble être à l'écoute. Et la femme en arrière-plan a l'air très intéressée par la conversation en passant. Effectivement. Donc, ce qu'on disait, c'est un peu les balbutiements du féminisme, si on veut. Ensuite, New York, 1980. Ce sont les anges gardiens du métro. J'ignorais que ça existait, c'est qu'à New York, il y avait beaucoup de crimes dans les années 70, beaucoup de morts. Finalement, les gens ne prenaient plus le métro, c'était trop dangereux. Et il y a des résidents qui ont décidé de se porter volontaires pour protéger les gens. Et je trouvais ça merveilleux et ils faisaient tellement bien leur travail qu'on leur a demandé ensuite de patrouiller dans les rues. Ah oui? Oui. C'était généralement des jeunes noirs ou latinos qui avaient fait le ménage dans leur entourage, qui avaient décidé d'éloigner les gangs de rue dans leur quartier. Puis après ça, ils ont décidé de faire la même chose dans le métro, donc c'était des anges gardiens. On parle parfois des initiatives directement de la communauté. Là. Oui, exactement. Et lorsque tu les vois, on pourrait ils ont l'air des gangs de rue, c'est ce qu'on disait sous la photo, mais qu'en fait, ils protégeaient la population. Quand même bien identifié avec la casquette et le t-shirt. Là. Donc, à un moment donné, il y en avait 300 dans le métro, de ces jeunes. On parle de quelle époque déjà? De 1980. Ça fait pas si longtemps que ça. Hein? Et moi, je trouve l'initiative bonne et qu'elle devrait même revenir. Elle est toujours d'actualité. Parce que Dieu sait, quand j'ai pris le métro de Montréal, je ne l'aurais pas pris seul.
Ah oui? Je suis peut-être peureuse de nature, mais... Non, moi, ça me faisait pas peur, le métro. Moi. Ouais, moi, c'est non, ça... C'est assez peureuse. Ah, je suis une fille de campagne. On enchaîne 1941 avec Adolf Hitler. C'est le discours où il a déclaré la guerre aux États-Unis. C'était après l'attaque de Pearl Harbor par le Japon. Évidemment, l'Allemagne qui formait un axe avec le Japon et l'Italie. C'était une alliance militaire, si on veut, et qu'il combattait contre les Alliés, qui étaient entre autres le Canada et les États-Unis. Donc, c'est le discours où Adolf Hitler déclare la guerre aux États-Unis. Donc, une photo très historique. Fait malheureusement incontournable. Hein? Oui, effectivement. Ensuite, Berlin, 1955. C'est une femme d'Allemagne de l'Est, donc qui était à droite, qui a traversé à gauche. Et ce que ça disait sur la photo, c'est que c'est une situation un peu loufoque. Donc, on a les militaires à droite, les policiers à gauche, qui n'osent pas rien faire parce qu'ils savent que si, par exemple, ils tirent sur la femme, ça peut déclencher la Troisième Guerre mondiale. C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a été scindée en deux. Donc, il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Donc, il y a l'Allemagne de l'Est qui faisait partie un peu là, de l'Union soviétique, tandis que l'Allemagne de l'Ouest était beaucoup plus prospère, si on veut. Donc, les Allemands voulaient tous aller à l'Ouest à un certain moment. Puis, on essayait de freiner cet exode-là et il y avait une espèce de ligne. Et si tu étais chanceux, tu pouvais la traverser. Il y a quand même eu des morts. Il y a des gens qui se faisaient tirer s'ils essayaient de traverser. Mais cette jeune fille-là, ça s'est bien terminé. Donc, c'est assez particulier de voir une ligne tracée comme ça pour... Dans le sens où elle a été en mesure de pouvoir traverser? Ouais, ou là, dans le sens où elle est revenue sans conséquence? Là, Parce qu'on la sent, l'atmosphère pesante. Oui, bien, c'est ce qui fait la photo très spéciale. C'est que la fille qu'on voit à gauche, elle est traversée. Bon. Elle est maintenant en Allemagne de l'Ouest, là où elle voulait aller. Bon. Puis, bon, les policiers n'ont rien fait parce que, comme je disais, il suffirait d'une escarmouche comme ça aurait pu déclencher la Troisième Guerre mondiale parce que c'était l'époque de la guerre froide. C'était très sensible dans cette partie du monde. Donc, c'est assez particulier de voir une ligne de démarcation comme ça. Tout à fait. Berlin. On enchaîne avec... là, on va beaucoup plus loin. Donc, Neil Armstrong... sur la Lune, évidemment, en 1969. C'est une rare photo qu'on ne voit jamais. C'est lorsqu'il est rentré dans la navette après avoir marché sur la Lune. Donc, on voit l'émotion dans ses yeux. Donc, on voit les larmes aux yeux. Donc, on voit toujours les mêmes photos de Neil Armstrong qui marche sur la Lune. Je n'avais jamais vu cette photo-là. Moi non plus. Et on disait c'est ce qui fait la beauté de la photo. Tu vois le sentiment d'accomplissement dans les yeux de Neil Armstrong. C'est quelque chose. Ensuite, 1970, il n'est pas mort, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est un soldat de la garde royale, un garde d'honneur qui s'est effondré sous la chaleur, ce qui arrivait assez souvent, pendant que la reine d'Angleterre faisait sa patrouille. Et ce qui est particulier, c'est que je lisais la légende sur la photo, on disait qu'on apprenait aux gardes d'honneur à plier un peu les genoux, de façon à ce que s'ils tombent, s'ils s'évanouissent, il tombe de cette façon-là sur le dos. On ne voulait pas qu'il tombe face première, mais évidemment, tu as plus de risques de blessure. Et aussi, le bruit des dents sur l'asphalte, ça fait plus de bruit, donc ça risque plus d'être remarqué par la reine. Oui. Je trouvais ça totalement... c'est particulier. On leur montrait même comment tomber, comment s'évanouir pour que ça passe inaperçu, tellement c'est un métier hein, que tu dois être toujours sérieux, toujours au garde à vous. Donc, et puis, on voit qu'il n'y a pas eu de solidarité par rapport à la chute. Hein? Totalement. Tout le monde demeure concentré, et puis on ignore tout simplement. C'est des robots. Et là, tu vois la reine d'Angleterre et les collègues, et il est là à terre. Personne ne va le secourir. Et il a bien tombé. On lui avait appris de tomber de cette façon-là, de passer inaperçu, mais il n'a pas passé inaperçu finalement parce que la reine... Ça a été immortalisé. C'était immortalisé. Donc, on se dirige en Virginie en 1960. John F. Kennedy qui fait campagne. Et sur une chaise douteuse, une chaise très chambranlante qui risque de tomber à tout moment. Et ce que j'ai trouvé spécial, en fait, il y a même un enfant qui a un fusil à droite,
une espèce de fusil à eau. C'est des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui. On expliquait le contraste avec les campagnes électorales américaines d'aujourd'hui, où il y a beaucoup d'argent, où tout est, même les questions, tout est préarrangé d'avance. On disait qu'à l'époque, John F. Kennedy, on le voit dans un village, devant quelques personnes, sur une chaise haute, à la bonne franquette, qu'il fait campagne. Alors qu'aujourd'hui, on ne verrait plus une scène comme ça. Puis il paraît qu'il avait un grand talent là, à s'exprimer, à avoir contact avec le public, lui et son frère aussi. Oui, il était très proche des gens, donc ça fait vraiment contraste avec les campagnes actuelles. Lorsque tu vois les candidats, ils sont devant une salle pleine, avec des pancartes, devant leurs fans, et les questions sont établies d'avance, télésouffleurs. Donc, on montrait un peu ce qui était la politique avant, et c'est vrai que ça fait contraste. On se dirige en 1912. C'est particulier. Il n'y avait pas de, comment on appelle ça, des crash test dummies, je ne sais pas le nom en français, mais c'était des... Tests de collision. Oui, les petits bonhommes dans les voitures pour les tests de collision. Donc, c'est un casque de football à l'essai, donc par un être humain. Donc, le football, on a commencé à protéger les oreilles en 1896, puis au début de 1900, on a découvert le cuir durci. Donc, le premier casque en tant que tel, ça a fait son apparition vers 1920. Donc, les gens devaient tester comme ça en se lançant sur un mur. Disons que les techniques se sont un peu plus raffinées, surtout que c'est vraiment, j'imagine, selon le commentaire de la personne qui faisait le test, qu'on pouvait évaluer si le tout était efficace, hein, parce qu'il n'y a aucun appareil pour mesurer quoi que ce soit. S'il survivait. On parle de feeling. Le gars, tu jasais avec, puis si la conversation demeurait acceptable, on se disait, le cas, c'est bon. Se souvient de son nom, c'est bon, oui, ça c'est passe. bon, oui. Donc, c'est une autre époque. Hein? Et je termine en 1911, les 5 races humaines. Donc, on a l'Indien d'Amérique, on a l'Aborigène d'Australie à droite, l'Européen au centre, l'Africain, et l'Asiatique en bas à droite. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on expliquait évidemment l'Européen au centre, plus gros. Hein, c'était toujours l'idée que la race blanche était supérieure, idée totalement ridicule. Donc, ce que ça disait sous la photo, c'est qu'en fait, les races, le concept des races n'est apparu qu'en 1400. Avant les années, en fait, c'est apparu en 1400 par les marchands d'esclaves. Sur le marché des esclaves, ils voulaient un peu caractériser. On voit plusieurs modèles à offrir. Oui, c'est épouvantable à dire, mais ils voulaient caractériser... c'est considéré carrément comme une marchandise. Hein? Bien, c'est ça, leur marchandise, c'est épouvantable. Incroyable. Donc, avant 1400, il n'y avait pas de concept de race. On groupait les gens par leur culture. Donc, on pouvait avoir, par exemple, telle culture qui pouvait... 1400, c'est tant qu'à aller de reculons dans la vie. Hein? Ben oui, c'est ça. Ouais. Ça fait qu'avant ça, on groupait selon la culture. Tu avais une culture qui pouvait regrouper des gens asiatiques, des gens de race noire, etc. Beaucoup plus respectable en termes Beaucoup de démarche. plus respectueuse des gens plutôt qu'une race. Donc, c'est assez particulier quand j'ai vu cette image-là qui datait de 1911. Une image forte. Hein? Forte de sens. Pour le non-sens. De non-sens, effectivement. Oui. Alors, ça conclut pour cette semaine. Oui. Et en ce qui concerne la capsule de divertissement, la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. Et c'est ça le plaisir. Oui. À la semaine prochaine.